Et si je vous disais que vous vivez comme si vous aviez deux vies, celle que vous vivez en ce moment et une autre que vous commencerez à vivre quand le moment sera idéal? Connaissez-vous quelqu'un qui parle toujours de ses rêves, mais ne fait jamais rien pour les réaliser? Cette personne qui dit qu'elle commencera à aller à la salle de sport lundi prochain, qui dit qu'elle écrira ce livre quand elle aura plus de temps, qui dit qu'elle commencera ce projet personnel quand les choses se calmeront, qui dit qu'elle apprendra cette nouvelle compétence le mois prochain. Peut être que cette personne c'est vous, et le plus fou, c'est que vous savez exactement ce que vous devez faire. Vos objectifs sont clairs, vous avez déjà fait des recherches, planifié et fait une liste de choses à faire. Vous savez que vous devez étudier, vous entraîner, travailler sur ce projet et passer du temps avec votre famille. Mais quand vient le moment de le faire, vous repoussez à plus tard. Je commencerai demain, je m'y mettrai sérieusement lundi. Le mois prochain, je m'y consacrerai vraiment. Et les jours se sont transformés en semaines. Les semaines se sont transformées en mois. Les mois se sont transformés en années. Et vous restez au même endroit, avec les mêmes rêves inachevés, en vous faisant les mêmes promesses en l'air. Il existe une philosophie japonaise appelée Ichigo Ishi, qui signifie un temps, une rencontre, ou plutôt, ce moment n'arrive qu'une seule fois dans une vie. Les maîtres japonais utilisaient ce concept lors des cérémonies du thé pour rappeler aux gens que cette rencontre, ce moment précis, était unique et ne se reproduirait jamais. Même si vous deviez refaire la même cérémonie demain, ce ne serait pas le même moment. Cet instant précis serait mort à tout jamais. Maintenant, appliquez cela à votre vie. Cette séance de sport que vous avez sautée aujourd'hui, vous ne pourrez jamais la refaire. Cette session de révision que vous avez repoussée, ce temps perdu, ne reviendra jamais. Cette conversation avec votre enfant que vous avez écourtée parce que vous étiez occupé, ce moment a disparu. Et le pire, c'est que votre cerveau vous trompe chaque jour en vous faisant croire qu'il y a toujours un lendemain. Mais les neurosciences montrent que plus vous repoussez quelque chose, plus le circuit neuronal de la procrastination se renforce. Vous entraînez littéralement votre cerveau à remettre à plus tard. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un homme nommé Dylan, un gars qui avait tout pour réussir, qui savait exactement ce qu'il devait faire, mais qui a passé des années de sa vie à vivre dans une illusion appelée « je commencerai demain », jusqu'au jour où il a réalisé que demain est le plus grand mensonge que l'on puisse se raconter. Mais avant de continuer, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à laisser un j'aime et à écrire dans les commentaires quelque chose que vous repoussez depuis des mois. Ce pourrait être un projet, une séance de sport, des révisions, une conversation difficile, quelque chose que vous savez devoir faire, mais que vous continuez de remettre à plus tard. Je lis les commentaires et je sais que beaucoup de personnes ici sont dans la même situation que Dylan et cette vidéo pourrait être le déclic dont vous avez besoin. Merci infiniment d'être là. Maintenant, passons à l'histoire. Chapitre 1. L'homme qui vivait dans le futur. Dylan avait 29 ans et vivait dans un cycle cruel de promesses brisées. Il n'était pas un raté. En fait, il était intelligent, talentueux et plein de potentiel. Tous ceux qui le connaissaient disaient que ce gars irait loin, mais Dylan n'allait nulle part parce qu'il vivait dans le futur. Il travaillait dans un cabinet d'expertise comptable, non pas parce qu'il aimait ça, mais parce que ça payait les factures pendant qu'il travaillait sur son projet personnel. Quel projet personnel? Une application de finance qu'il avait imaginée il y a 3 ans. Il avait tout le concept en tête. Il avait étudié le marché. Il avait même dessiné les écrans principaux. Mais le code, zéro. Parce qu'il décidait toujours de s'y mettre sérieusement le week-end. Dylan avait aussi le rêve de perdre du poids et de se remettre en forme. Il pesait 95 kilos et voulait descendre à 75. Il payait un abonnement à la salle de sport depuis 8 mois, mais il n'y était allé que 4 fois, parce que lundi prochain, il allait s'y mettre à fond. Et ce n'est pas tout. Dylan voulait apprendre le japonais. Il avait acheté la formation complète, téléchargé les applications et rassemblé les documents. Il avait suivi la première leçon avec enthousiasme, et il ne l'avait plus jamais rouverte, parce que quand le travail se calmerait, il s'y consacrerait vraiment. En plus de tout cela, Dylan était en couple depuis 4 ans avec une femme nommée Jessica, une femme patiente et compréhensive qui l'aimait vraiment. Mais elle était fatiguée de sortir avec un fantôme, car Dylan était toujours présent physiquement, mais jamais vraiment là. Quand ils dînaient ensemble, il était sur son téléphone. Quand elle essayait de parler de l'avenir, il disait qu'on en parlerait plus tard. Quand elle proposait de faire quelque chose de différent le week-end, il disait qu'il était fatigué et qu'il le ferait le week-end prochain. Et le pire, Dylan avait un père de 58 ans qui vivait seul à l'autre bout de la ville. Veuf depuis 5 ans,
C'était un homme calme et solitaire qui appelait son fils une fois par semaine. « Salut, fiston, comment vas-tu? Je me demandais si tu voulais venir déjeuner ici dimanche. »« Papa, je ne peux pas ce dimanche. J'ai des choses à régler. On se programme ça pour la semaine prochaine. » Mais la semaine prochaine n'arrivait jamais, car il y avait toujours quelque chose de plus urgent, ou plutôt quelque chose de plus facile à faire, comme s'allonger sur le canapé pour regarder des séries. Chapitre 2. Le réveil qui n'a jamais fonctionné. La vie de Dylan était régie par un cercle vicieux. Le dimanche soir, il faisait des promesses. Lundi, je me lèverai tôt. Je ferai du sport avant le travail. Je travaillerai sur l'application après mes heures. J'étudierai le japonais avant de dormir. Cette semaine sera différente. Il réglait même son réveil à 6 heures du matin. Il préparait ses affaires de sport sur la chaise. Il laissait son ordinateur ouvert sur la table avec le fichier du projet. Lundi, 6 heures du matin, le réveil sonnait. Dylan l'éteignait et pensait juste 10 minutes de plus, et ces 10 minutes se transformaient en 40. Il se réveillait en retard, sautait sa séance de sport, buvait son café en vitesse et partait au travail complètement stressé. Au travail, il passait toute la journée à passer d'une tâche à l'autre. Il vérifiait ses emails, il répondait aux messages, il traînait sur son téléphone. Il regardait les réseaux sociaux, il faisait semblant d'être productif. Mais au fond, il ne faisait que tuer le temps. À 10 à 8 heures, il rentrait chez lui. Il s'asseyait sur le canapé juste pour se reposer 5 minutes avant de commencer à travailler sur son projet. Il prenait son téléphone, il ouvrait YouTube. Je vais juste regarder une petite vidéo. 2 vidéos se transformaient en 10. 10 se transformaient en 20. Quand il regardait l'heure, il était déjà 22 heures. Mince, il est déjà tard. Je commencerai plus tôt demain. Demain sera différent. Mais demain était pareil, et après-demain aussi, et tout le mois également. Et vous savez ce qui faisait le plus mal? Dylan n'était pas ignorant, il n'était pas stupide. Il savait qu'il gâchait sa vie. Mais il y avait quelque chose dans son cerveau qui bloquait l'action. Quelque chose qui rendait le canapé plus attirant que son projet. Qui rendait la série plus importante que l'entraînement. Qui rendait le fait de scroller à l'infini sur Instagram plus urgent que d'appeler son père. Ce quelque chose s'appelle le biais du présent, et il détruisait la vie de Dylan sans qu'il s'en rende compte. Chapitre 3. Le tournant. C'était un vendredi soir. Dylan était sur le canapé à faire exactement ce que vous imaginez, regarder une série sur Netflix avec un paquet de chips à la main. Jessica est rentrée du travail, l'a regardé et a soupiré. Ce soupir de fatigue de quelqu'un qui a essayé 1000 fois et qui n'en peut plus. Dylan, il faut qu'on parle. Il a mis la série en pause. De quoi? Elle s'est assise sur la chaise en face de lui, pas sur le canapé à côté de lui. C'était déjà un signe. Tu te souviens quand on a commencé à sortir ensemble? Bien sûr que je m'en souviens. Tu étais différent. Tu étais plein de projets, de rêves et d'énergie. Tu parlais de ton application avec un tel enthousiasme que je croyais que tu allais changer le monde. Tu parlais de voyager avec moi, de construire une vie ensemble et de devenir une meilleure personne. Elle a fait une pause. Mais ça fait 4 ans, Dylan, et tu es toujours dans ce même boulot que tu détestes. L'application est toujours bloquée sur la même page de brouillon. Tu fais toujours le même poids. Tu repousses toujours tout. Dylan a senti un poids sur sa poitrine. Jessica, je sais que j'ai repoussé certaines choses, mais elle l'a interrompu. Dylan, tu repousses tout. Tu repousses le sport. Tu repousses ton projet. Tu repousses les visites à ton père. Tu repousses même nos conversations. À quand remonte la dernière fois où nous avons eu une vraie conversation sans que tu sois sur ton téléphone? Silence. Je ne supporte plus de sortir avec une promesse, Dylan. Je ne supporte plus de sortir avec un « je le ferai demain ». Je veux être avec quelqu'un qui agit, quelqu'un qui est présent, quelqu'un qui est vivant. Ces mots l'ont frappé comme des briques. Alors, tu me quittes? Jessica est restée silencieuse pendant un long moment. Je ne sais pas. Je sais seulement que si rien ne change, nous n'avons aucun avenir, parce que je ne vais pas passer le reste de ma vie à attendre que tu commences enfin à vivre. Elle s'est levée et est allée dans sa chambre. Dylan est resté là, seul. La série en pause, un paquet de chips à la main, et pour la première fois depuis longtemps, il s'est vraiment regardé. Il avait 29 ans, et qu'avait-il à montrer? Un emploi médiocre, un corps hors de forme, un projet qui n'existait que dans sa tête, une relation sur le point de se terminer, et un père dont il ne se rappelait même plus la dernière visite. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Chapitre 4. La rencontre avec le sensei. Le samedi matin, Dylan s'est réveillé avec un poids insupportable sur la poitrine. Il savait qu'il devait changer. Mais comment? Il n'avait pas besoin de plus d'informations.
Il avait déjà lu des livres sur la productivité. Il avait déjà regardé des vidéos sur la motivation. Il avait déjà téléchargé des applications de gestion du temps. Rien ne fonctionnait. Parce que le problème n'était pas un manque de connaissances. C'était un manque d'action. Il a pris son téléphone et a fait défiler ses contacts sans but jusqu'à ce qu'il voie un nom qu'il n'avait pas vu depuis des mois. Kenji Nakamura. Kenji était un Japonais de 68 ans qui avait été le mentor de Dylan des années auparavant lors d'une formation en programmation. Un homme sage et calme qui dégageait l'énergie de quelqu'un qui avait beaucoup vécu et encore plus appris. Sans trop réfléchir, Dylan a envoyé un message. « Sensei Kenji, c'est Dylan. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Auriez-vous un peu de temps pour prendre un café ?» La réponse est arrivée en 5 minutes. « Bien sûr, Dylan. Demain, 10 heures. À la brasserie du parc. À demain. » Le dimanche matin, Dylan était assis à une petite table à l'extérieur du café quand Kenji est arrivé. L'homme n'avait pas changé du tout. La même posture droite, les mêmes pas calmes, le même sourire doux. « Dylan, ça fait longtemps. » Ils se sont salués et se sont assis. Kenji a commandé un thé vert. Dylan a commandé un café. « Alors, » a commencé Kenji, « qu'est-ce qui t'amène ici ?» Dylan ne savait pas par où commencer, alors il a tout déballé. Le travail qu'il détestait, le projet qui ne décollait jamais, son corps négligé, sa relation qui se terminait, l'abandon de son père. Kenji a tout écouté en silence, sans l'interrompre, hochant simplement la tête de temps en temps. Quand Dylan a eu fini, Kenji a demandé « Et sais-tu ce que tu dois faire pour changer cela ?»« Je sais exactement. Je dois travailler sur mon projet tous les jours. Je dois faire du sport. Je dois étudier. Je dois être là pour Jessica. Je dois rendre visite à mon père. Alors pourquoi ne le fais-tu pas ? Je ne sais pas. Je repousse toujours. Je pense toujours que demain sera plus facile, mais demain arrive et je fais la même chose. » Kenji a pris une gorgée de son thé et est resté silencieux un instant. Puis il a dit « Dylan, connais-tu le concept de Ichigo-ishi » ? Non. C'est une expression qui vient de la cérémonie du thé. Cela signifie un temps, une rencontre. L'idée est que chaque moment est unique et ne peut être répété. Même si tu prends le thé avec moi demain, ce ne sera pas ce moment. Ce moment ici, maintenant, mourra quand nous aurons fini cette conversation et il n'existera plus jamais. Dylan a froncé les sourcils. Mais quel est le rapport avec la procrastination ? Kenji a souri. Tout. Parce que tu vis comme si tu avais un temps infini. Comme si l'entraînement d'aujourd'hui pouvait être fait demain sans conséquence. Comme si le projet pouvait attendre une semaine de plus. Comme si ton père serait toujours disponible quand tu déciderais enfin d'aller le voir. Il s'est penché en avant. Mais la vérité, Dylan, c'est que tu n'as qu'aujourd'hui, ce moment, maintenant. Et quand tu procrastines, tu ne repousses pas seulement une tâche. Tu tues un moment qui ne reviendra jamais. Les mots sont restés suspendus dans l'air. « Laisse-moi te poser une question », a continué Kenji. « Combien de séances de sport as-tu manqué ces 3 dernières années ?» Dylan a réfléchi. « Je ne sais pas, des centaines. » « Et combien de moments avec Jessica as-tu gâché en scrollant sur ton téléphone ?»« Beaucoup. » « Et combien de week-ends aurais-tu pu passer avec ton père ?» Dylan a senti une boule dans sa gorge. « Chacun de ces moments est mort, Dylan. Et tu ne pourras jamais les revivre. Peu importe l'argent que tu gagneras, peu importe ton succès futur, ces moments ont été enterrés dans le cimetière du « je le ferai plus tard ». Dylan a baissé les yeux. « Alors j'ai gâché ma vie ?» Non, tu as gâché quelques années. Mais tu as encore aujourd'hui. La question est, qu'est-ce que tu vas en faire ? Chapitre 5. Les neurosciences de la procrastination. Kenji a demandé plus de thé. Dylan assimilait encore tout ce qu'il venait d'entendre. Dylan, laisse-moi t'expliquer ce qui se passe dans ton cerveau quand tu procrastines. Cela t'aidera à comprendre pourquoi il est si difficile de changer. Ton cerveau possède 2 parties principales qui se disputent ton attention. La première est le système limbique. C'est la partie ancienne et primitive qui recherche le plaisir immédiat et évite l'inconfort. Quand tu penses à t'asseoir sur le canapé et à regarder une série, cette partie du cerveau crie « Oui, c'est bien, faisons ça ». La deuxième partie est le cortex préfrontal. C'est la partie rationnelle, celle qui pense à long terme, qui comprend les conséquences et qui planifie l'avenir. Quand tu penses à travailler sur un projet ou à t'entraîner, cette partie dit « C'est important, faisons ça ». Dylan écoutait attentivement. Le problème, a poursuivi Kenji, c'est que le système limbique est beaucoup plus fort que le cortex préfrontal, car il a évolué en premier. Il est rapide, émotionnel, puissant. Le cortex préfrontal est lent, rationnel, faible. Donc, quand les deux entrent en compétition,
c'est généralement le système limbique qui gagne. C'est pourquoi, même en sachant que tu dois travailler sur ton projet, tu choisis la série. Le plaisir immédiat l'emporte sur le bénéfice futur. Toujours. Dylan a hoché la tête. Donc je suis condamné. Mon cerveau me sabotera toujours. Non, car il y a un moyen de gagner cette bataille, mais ce n'est pas ce que tu penses. Kenji a repris une gorgée de thé. La plupart des gens essaient de gagner grâce à la volonté. Ils se réveillent le lundi plein de motivation et essaient de forcer le cortex préfrontal à dominer le système limbique. Mais la volonté est une ressource limitée. Elle s'épuise tout au long de la journée. Et quand c'est le cas, le système limbique reprend le contrôle. Alors quelle est la solution? La solution n'est pas de combattre le système limbique, c'est de le reprogrammer. Et la seule façon de le faire, c'est grâce à ce qu'on appelle la neuroplasticité. Tu crées de nouveaux circuits neuronaux par la répétition. Et quand ces circuits deviennent assez forts, le comportement devient automatique. Tu n'as plus besoin de volonté, car ton cerveau a changé. Dylan a froncé les sourcils. Mais ça ne prend pas des années? Non. Il peut suffire de 66 jours pour créer une habitude. Mais il y a un secret ici que personne ne te dit. Tu ne peux pas essayer de créer plusieurs habitudes à la fois, car chacune épuise ta volonté. Tu dois commencer par une seule, si petite que le système limbique ne résistera pas. Comme quoi? Comme écrire une ligne de code par jour, faire une pompe par jour, étudier un mot de japonais par jour, si ridiculement petit que tu ne pourras pas trouver d'excuses pour ne pas le faire. Dylan a ri. Mais une ligne de code ne va pas faire de mon application une réalité. Non, mais cela fera quelque chose de beaucoup plus important. Cela créera l'habitude de t'asseoir devant l'ordinateur et d'ouvrir le projet. Et une fois cette habitude établie, tu en feras naturellement plus, car continuer à faire quelque chose est toujours plus facile que de commencer. Chapitre 6. Le système des 2 minutes. Kenji a pris une serviette et a écrit la règle des 2 minutes. Cela s'inspire d'une technique créée par un auteur nommé James Clear. L'idée est simple. Toute nouvelle habitude devrait prendre moins de 2 minutes à faire. Il ne s'agit pas de faire un peu, il s'agit de commencer. Il a continué. Ton cerveau résiste au démarrage parce qu'il voit la tâche dans son ensemble. Tu penses travailler sur le projet et ton cerveau visualise des heures assis à programmer, ce qui active la résistance. Mais si tu penses ouvrir le fichier du projet, ça ne prend que 2 minutes. Le cerveau n'a pas le temps de construire une résistance. Et voici comment ça marche. Tu t'engages à ne faire que les 2 premières minutes, ouvrir le projet. C'est tout. Si, après 2 minutes, tu veux arrêter, tu peux arrêter. Sans culpabilité, Dylan commençait à comprendre. Et généralement, je ne veux pas arrêter, n'est-ce pas? Exactement. Parce que la partie la plus difficile est toujours de commencer. Une fois que tu as commencé, l'élan t'emporte. C'est de la physique de base. Un objet en mouvement a tendance à rester en mouvement. Kenji a écrit d'autres choses sur la serviette. S'entraîner. C'est la même chose que de mettre ses vêtements de sport. Ça ne prend que 2 minutes. Travailler sur le projet. C'est la même chose qu'ouvrir le fichier. Étudier le japonais. C'est la même chose qu'ouvrir l'application. Appeler ton père. C'est la même chose que de composer le numéro. Tu vois, il ne s'agit pas de terminer la tâche. Il s'agit de réduire la résistance initiale. Et quand la résistance est faible, l'action se produit. Dylan a regardé la serviette. C'était logique. Mais et si je m'arrête vraiment après 2 minutes? Pas de problème. Parce que tu auras développé l'habitude de commencer. Et commencer, c'est tout. Parce qu'aujourd'hui tu as fait 2 minutes. Demain tu en feras peu, être 5. Après-demain, 10. Dans 2 semaines, tu ne compteras même plus le temps car tu seras plongé dans l'activité. Chapitre 7. La vérité sur la motivation. Laisse-moi te dire quelque chose dont personne ne parle concernant la motivation, a dit Kenji en se penchant en avant. La plupart des gens attendent de se sentir motivés pour agir. Ils attendent ce jour magique où ils se réveilleront pleins d'énergie, avec l'envie de tout faire. Et puis, quand ce jour n'arrive pas, ils ne font rien. Mais la motivation ne fonctionne pas comme ça. La motivation ne vient pas avant l'action. Elle vient après. Dylan était confus. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est de la neuroscience de base. Quand tu agis, ton cerveau libère de la dopamine. La dopamine génère du plaisir. Le plaisir génère de la motivation. Donc, la vraie séquence est l'action génère la dopamine génère la motivation et la motivation génère encore plus d'action. La plupart des gens s'attendent à ce que la motivation génère l'action. Mais cela n'arrive jamais, car la motivation a besoin de l'action pour exister. Donc je dois agir sans motivation. Exactement. Tu dois agir, surtout quand tu n'es pas motivé, parce que c'est là que tu crées la motivation.
Pense au sport. Tu n'as jamais envie d'y aller, mais quand tu y vas, quand tu as fini, tu te sens bien et ce sentiment te motive à y retourner. Kenji a continué. C'est pourquoi ces 2 minutes sont si importantes, parce que tu n'as pas besoin de motivation pour faire 2 minutes. Tu as juste besoin de le faire. Et quand tu le fais, la motivation apparaît. Dylan commençait à voir sa vie sous un angle complètement différent. Il avait passé des années à attendre le bon jour, la bonne humeur, la bonne motivation, et rien de tout cela n'allait venir parce qu'il devait créer ces choses par l'action. Mais il y a une chose que je ne comprends toujours pas, a dit Dylan. Pourquoi puis-je être discipliné dans certains domaines, comme au travail, mais je n'arrive pas à l'être pour mes objectifs personnels? Kenji a souri. Bonne question, et la réponse va te surprendre. Tu es discipliné au travail parce qu'il y a une conséquence immédiate si tu ne l'es pas. Ton patron va se plaindre, tu pourrais être renvoyé. Donc, le système limbique détecte une menace et te force à agir. Mais qu'en est-il d'un projet personnel? Il n'y a pas de conséquences immédiates. Si tu ne travailles pas dessus aujourd'hui, rien de mal n'arrive aujourd'hui. Le problème n'apparaît que dans 5 ans, quand tu regardes en arrière et que tu réalises que tu as perdu ton temps. Mais le système limbique ne peut pas voir à 5 ans dans le futur. Il ne voit qu'aujourd'hui. Alors comment créer des conséquences immédiates? Tu ne crées pas de conséquences, tu crées une récompense immédiate. Et la récompense n'a pas besoin d'être externe, elle peut être interne. Le sentiment d'avoir accompli quelque chose, de ne pas avoir brisé la chaîne, d'être la personne qui fait ce qu'elle a dit qu'elle ferait. Chapitre 8. Le défi de 30 jours. Kenji a regardé sa montre. Cela faisait presque 2 heures qu'ils étaient là. Dylan, je vais te faire une proposition. Un défi de 30 jours. Quel genre de défi? Tu vas choisir une chose, juste une, et tu vas la faire tous les jours pendant 30 jours, sans exception. Ça peut être ridiculement petit, mais ça doit être fait chaque jour. Dylan a réfléchi. Comme travailler sur le projet. C'est possible, mais sois plus précis. Travailler sur le projet, c'est vague. Ouvrir le fichier du projet et écrire une ligne de code, c'est précis. Dylan a pris son téléphone et a commencé à prendre des notes. D'accord. Donc, ouvrir le fichier du projet et écrire au moins une ligne de code tous les jours pendant 30 jours. Parfait. Maintenant, dis-moi, peux-tu faire cela même lors de mauvaises journées, même quand tu es fatigué? Une ligne de code, oui, je peux. Super. Parce que voici le secret. Tu ne construis pas une application pendant ces 30 jours. Tu construis ton identité. Tu passes du statut de personne qui a un projet au statut de personne qui travaille sur son projet tous les jours. Et quand l'identité change, le comportement suit. Kenji a écrit sur la serviette « Identité égale comportement », qui est égal au résultat. La plupart des gens essaient de changer directement les résultats. Je veux perdre 20 kilos, mais le résultat ne crée pas une habitude. L'identité, oui. Quand tu te vois comme une personne qui fait du sport, faire du sport devient naturel. Ce n'est plus quelque chose que tu fais, c'est ce que tu es. Dylan absorbait tout comme une éponge. Et il y a encore une chose, a dit Kenji. Pendant ces 30 jours, tu vas trébucher. Il y aura un jour où tu ne le feras tout simplement pas. Et quand cela arrivera, tu auras envie d'abandonner, parce que ton cerveau dira « tu as brisé la chaîne ». Ça ne sert à rien de continuer. Mais c'est un mensonge. Trébucher, ce n'est pas échouer. Échouer, c'est ne pas se relever après avoir trébuché. Donc, si tu rates un jour, tu ne rates pas le suivant, car 2 jours manqués deviennent une habitude. Un jour manqué n'est qu'un faux pas. Et souviens-toi d'Ichigo-ichi, chaque jour est unique. Le jour que tu as perdu est mort, mais aujourd'hui est encore en vie. Et c'est aujourd'hui que tu agis. Chapitre 9. Le premier jour. Dylan est rentré chez lui ce dimanche-là avec un sentiment différent dans la poitrine. Ce n'était pas de la motivation, c'était quelque chose de plus solide. C'était de la clarté. Il est entré dans l'appartement. Jessica était dans le salon en train de lire. Il s'est assis à côté d'elle. « Jess, je dois te demander pardon. » Elle l'a regardé avec surprise. « Tu avais raison. Je vis en pilote automatique, je repousse tout, je nous mets en pause et je ne veux plus faire ça. Je ne vais pas te promettre que je vais changer du jour au lendemain, parce que je sais que ce ne sera pas comme ça. Mais je vais te promettre une chose. À partir d'aujourd'hui, chaque jour, je travaillerai sur mon projet, même si ce n'est qu'une seule ligne de code. Et chaque jour, je serai là pour toi, même si ce n'est que pendant 10 minutes sans mon téléphone. » Jessica est restée silencieuse un instant, puis elle a dit, la voix brisée. « Je n'ai pas besoin de grandes promesses, Dylan. J'ai juste besoin que tu sois là, vraiment là. » Ils sont restés là, en silence, juste à se tenir la main. Et pour la première fois depuis des mois,
Dylan s'est senti véritablement présent dans cet instant. Il ne pensait pas au travail, il ne pensait pas à l'avenir. Il était juste là, Ichigo Ichi. Ce moment, une seule fois dans une vie. Ce soir-là, à 21h, Dylan s'est assis devant son ordinateur. Il a ouvert le fichier du projet qui était fermé depuis des semaines. Le code était à moitié terminé, rempli de commentaires du genre à finir plus tard. Il a pris une profonde inspiration. Juste une ligne. Et il a écrit une ligne. Une simple fonction qui définissait une variable. Ça semblait ridicule, mais il l'avait fait. Jour 1. Il a pris son téléphone et a envoyé un texto à Kenji. Jour 1, une ligne écrite. La réponse est arrivée en quelques secondes. Excellent, Dylan. Ne brise pas la chaîne. À dans 30 jours. Les 3 premiers jours ont été faciles. Dylan était stimulé par sa conversation avec Kenji, par sa promesse à Jessica. Il ouvrait le projet tous les jours, écrivait quelques lignes, passant parfois même plus d'1 heure à programmer. Le 4e jour, sa motivation a commencé à baisser. Il est rentré du travail épuisé. Il s'est assis sur le canapé. Son cerveau criait « Pas aujourd'hui, juste pour aujourd'hui. Tu rattraperas ça demain. » Mais il s'est souvenu de ce que Kenji avait dit. « Tu n'as pas besoin de motivation pour faire 2 minutes. » Il s'est levé, est allé à l'ordinateur, a ouvert le fichier. Juste une ligne. Il a écrit une ligne et l'a fermée. Il n'était pas inspiré, il n'était pas productif, mais il l'avait fait. Jour 5, jour 6, jour 7. Une semaine complète. Il a envoyé un message à Kenji. 7 jours, je n'ai rien lâché. Tu construis quelque chose de plus grand qu'une application, Dylan. Tu construis de la discipline. Jour 12. Dylan est rentré chez lui vers minuit. La journée de travail avait été infernale. Réunion sur réunion. Il était exténué. Tout ce qu'il voulait, c'était dormir. Il était déjà couché quand il s'est souvenu. Mince, le projet. Il a regardé l'heure, 23h47. Il restait 13 minutes avant minuit. Une partie de lui pensait « Laisse ça pour demain, tu es fatigué. Un jour ne fera pas de différence. » Mais une autre partie de lui, une nouvelle partie qui grandissait, disait « Lève-toi, fais-le maintenant. » Il s'est levé, est allé à l'ordinateur en pyjama, a ouvert le projet. Il a écrit 3 lignes. Il a sauvegardé. Il a fermé. 23h55. Il est retourné se coucher avec un sourire aux lèvres, car il avait gagné. Il n'avait pas gagné contre la fatigue. Il avait gagné contre la voix qui disait demain. Jour 10 à 8, samedi. Dylan s'est réveillé sans aucune obligation. Il aurait pu faire la grasse matinée, rester sur le canapé, ne rien faire. Mais à 9h du matin, il était déjà devant l'ordinateur. Non pas parce qu'il le devait, mais parce qu'il en avait envie. L'habitude avait commencé à s'enraciner. Il a travaillé 2 heures sur son projet ce samedi-là, non pas par discipline, mais par intérêt, parce que l'élan était pris. Jessica l'a vu travailler et a souri. Elle n'a rien dit, elle a juste souri, parce qu'elle voyait le changement s'opérer. Chapitre 10. La première chute, jour 23. Dylan était allé à un barbecue avec des amis. Il a bu plus qu'il n'aurait dû. Il est rentré chez lui à 1h du matin complètement ivre. Il s'est effondré sur le lit et s'est endormi. Il s'est réveillé le lendemain matin avec un mal de tête et une horrible sensation dans l'estomac. Et ce n'était pas juste la gueule de bois. C'était la prise de conscience qu'il avait brisé la chaîne. 23 jours, et il avait tout gâché. Il a pris son téléphone et a regardé l'heure. 11h du matin. La journée avait déjà commencé, mais il n'avait pas travaillé sur le projet. La voix de la résignation s'est fait entendre avec force. « Tu as rompu la chaîne. Ça ne sert plus à rien. Recommence lundi. » Mais ensuite, il s'est souvenu de ce que Kenji avait dit. Trébucher n'est pas échouer. Échouer, c'est ne pas se relever après avoir trébuché. Il s'est levé. Même si son crâne tambourinait, il a bu de l'eau. Il est allé à l'ordinateur. Il a ouvert le projet et il a écrit une ligne. Ce n'était pas parfait, ce n'était pas l'idéal. Mais il s'était relevé. Il a envoyé un message à Kenji. « J'ai rompu la chaîne hier, mais aujourd'hui je suis de retour. » La réponse est tombée. « Tu n'as rien rompu, Dylan. Tu as trébuché et tu t'es relevé. C'est tout. Wabi sabi. La beauté dans l'imperfection. » Continue. Jour 30. Le dernier jour du défi est arrivé. Dylan était différent. Il n'y avait pas de changements physiques radicaux. Il pesait toujours les mêmes 95 kilos. L'application n'était pas encore prête. Mais quelque chose avait changé. Il était devenu quelqu'un qui tenait ses promesses. Ce jour-là, il est allé au café pour revoir Kenji. Le sensei était déjà là, avec son thé vert à la main. « Dylan, 30 jours, tu l'as fait, je l'ai fait, et vous aviez raison.
Il ne s'agit pas de l'application, il s'agit de la personne que je suis devenue en le faisant. Kenji a souri. Et qui es-tu devenu? Quelqu'un qui ne procrastine plus. Quelqu'un qui passe à l'action même quand il n'est pas motivé, même quand les choses sont difficiles. Excellent. Et maintenant, j'ajoute une autre habitude. L'exercice physique. 2 minutes par jour, juste m'habiller et faire une pompe. Kenji a hoché la tête. Tu as appris. Et maintenant, je vais t'enseigner le dernier principe. C'est le concept japonais de l'espace vide, de la pause, de l'intervalle. La vie ne consiste pas à en faire plus. Elle consiste à faire ce qui compte et à laisser de l'espace pour le reste. Il a continué. Tu apprends à agir, mais n'oublie pas d'être. Être présent avec Jessica, être présent avec ton père, être présent avec toi-même. À quoi sert de construire un empire si tu n'es pas là pour l'apprécier? Dylan a senti ces mots résonner profondément en lui. Au fait, a dit Kenji, à quand remonte ta dernière visite à ton père? Dylan a dégluti. Ça fait environ 3 mois. Quel âge a-t-il? 58 ans. Et tu penses l'avoir pour toujours? Silence. Dylan, chaque rencontre avec ton père est Ichigo-ishi. Tu ne sais pas si tu en auras une autre, et si ce n'est pas le cas, tu regretteras de l'avoir repoussé. L'action n'est pas seulement une question de productivité. C'est une question de présence. Appelle-le aujourd'hui. Dylan a quitté le café le cœur lourd. Il a pris son téléphone et a regardé le nom de son père dans ses contacts. La dernière fois qu'il s'était parlé remonta. Il ne s'en souvenait même plus. Il a composé le numéro. 3 sonneries. Allô? La voix de son père était la même, fatiguée mais chaleureuse. Salut papa, c'est Dylan. Dylan, fiston, quelle surprise. Tout va bien? Oui papa, je me demandais si tu voudrais déjeuner avec moi demain chez moi. Je cuisinerai, un silence au bout du fil. Puis, bien sûr fiston, bien sûr que j'en ai envie. À quelle heure? À midi, je serai là. Dylan a raccroché et a ressenti un soulagement auquel il ne s'attendait pas, comme s'il avait enfin fait quelque chose qu'il aurait dû faire depuis longtemps. Dimanche midi. La sonnette a retenti. Dylan a ouvert la porte. Son père était là, portant une chemise, les cheveux bien peignés. Il s'était fait beau, comme si ce déjeuner était spécial. « Salut fiston, salut papa, entre !» Ils se sont pris dans les bras et Dylan a ressenti quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Le manque. Son propre père lui manquait, même s'ils vivaient dans la même ville. Ils ont déjeuné. Ils ont parlé de tout, de rien. Son père a raconté des histoires de quand Dylan était enfant. Dylan a parlé de son projet, de Jessica, des changements qu'il était en train de faire. Et pour la première fois depuis des années, Dylan était complètement présent. Pas de téléphone, pas d'urgence, juste là, avec son père. Quand son père est parti en fin d'après-midi, il a dit « Dylan, merci pour aujourd'hui, ça m'a manqué. À moi aussi, papa. Et on remettra ça. Je te le promets. » Mais cette fois-ci, ce n'était pas une promesse en l'air, c'était un engagement. Chapitre 11. 3 mois plus tard, Dylan était assis devant son ordinateur. Il n'était pas 21 heures, il était 7 heures du matin. Il s'était réveillé tôt. L'application était terminée à 60%. Elle était passée d'une simple idée dans sa tête à un code fonctionnel. Il pesait 88 kilos. Il en avait perdu 7 parce qu'il avait commencé à s'entraîner tous les jours. D'abord une pompe, puis 5, puis 10. Et maintenant, il s'entraînait 30 minutes par jour sans effort. Jessica était dans la cuisine en train de préparer le café. Elle l'a regardé et a souri, parce que le Dylan qu'elle avait connu au début de leur relation était de retour. Présent, attentif, vivant. Et son père. Dylan déjeunait avec lui chaque dimanche sans faute, et il avait découvert sur son père des choses qu'il n'avait jamais sues auparavant. Des histoires, des rêves, des regrets. Des choses qui seraient mortes avec lui si Dylan avait continué à les repousser. Un jour, Dylan travaillait sur son projet quand il a reçu un message d'un ami à qui il n'avait pas parlé depuis des années. « Mec, j'ai vu sur Instagram que tu développes une application, que tu t'entraînes et que tu as changé. Comment tu as fait? J'ai besoin de changer ma vie aussi, mais je ne sais pas par où commencer. » Dylan a souri, parce qu'il savait exactement quoi répondre. Commence petit, ridiculement petit. Choisis une chose, juste une, et fais-la tous les jours. Même si ce n'est que pendant 2 minutes. Et ne brise pas la chaîne. Et quand tu trébuches, relève-toi le lendemain. C'est tout, juste ça, c'est tout. Parce que le vrai changement ne vient pas d'un jour parfait. Il vient de 1000 jours imparfaits où tu as choisi d'agir même quand tu n'en avais pas envie. Un neuroscientifique de l'université de Stanford, qui étudie la formation des habitudes, explique
Le cerveau humain est une machine à économiser de l'énergie. Il veut automatiser les comportements pour ne pas dépenser d'énergie à réfléchir. Quand vous répétez constamment une action, vous créez une voie neuronale. Et plus cette voie est forte, plus le comportement devient automatique. C'est pourquoi, après 60 à 90 jours à faire quelque chose quotidiennement, vous n'avez plus besoin de discipline. Le cerveau a pris le contrôle. Un chercheur de l'université d'Oxford, étudiant la procrastination, a découvert que la procrastination n'est pas une question de paresse, c'est une question de gestion émotionnelle. Les gens repoussent les tâches qui génèrent un inconfort émotionnel. Et la seule façon de surmonter cela est de réduire cet inconfort à un niveau si bas que le cerveau ne déclenche pas la réaction de lutte ou de fuite. C'est pourquoi les techniques consistant à commencer pendant 2 minutes fonctionnent. Elles éliminent la résistance émotionnelle. Et à propos de l'Ishigo Ishi, un maître de la cérémonie du thé japonaise explique « Au Japon, nous disons que l'on ne boit jamais le même thé 2 fois. Même si c'est avec la même personne, au même endroit, avec le même thé, le moment est différent. Le temps a passé. Vous avez changé. Ce moment est mort et un autre est né. Et quand vous comprenez cela, vous arrêtez de repousser, parce que vous savez qu'il n'y a pas de plus tard. Il n'y a que maintenant. Mais il y a une chose que personne ne vous dit sur l'Ishigo Ishi. Il ne s'agit pas seulement d'agir dans le présent. Il s'agit de choisir ce qui mérite votre présence. Parce que vous ne pouvez pas tout faire. Et quand vous essayez de tout faire, vous ne faites rien de bien. Dylan l'a découvert au cours du 4e mois. Il travaillait sur son projet, s'entraînait, étudiait le japonais, passait du temps avec Jessica, rendait visite à son père, faisait son travail habituel, et il était épuisé. Un jour, Kenji l'a appelé. « Dylan, comment vas-tu ?»« Fatigué, très fatigué. Je fais tout ce que vous m'avez appris, mais c'est dur. Tu essayes de vivre toutes les vies possibles en même temps. Ce n'est pas de l'Ishigo Ishi, c'est de l'anxiété. Mais je croyais que je devais profiter de chaque instant. Oui, mais tu ne profites pas d'un moment en essayant d'y faire 1000 choses. Tu en profites en choisissant une, en étant présent et totalement plongé dans cette chose. La présence n'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. » Kenji a continué. « Ishigo Ishi ne signifie pas tout faire tout de suite. Cela signifie être complètement présent dans ce que tu as choisi de faire en ce moment et de laisser aller le reste. » Ce fut libérateur pour Dylan. Il n'avait pas besoin de tout faire. Il devait choisir ce qui comptait et y être présent. Chapitre 12. 1 an plus tard. 1 an après ce dimanche au café avec Kenji, Dylan était assis au même endroit, à la même table, le même thé vert pour le maître, le même café pour Dylan. Mais tout avait changé. L'application était en ligne. Elle comptait 500 utilisateurs. Ce n'était pas un succès viral, mais elle existait. Elle fonctionnait. Elle générait des revenus. Dylan pesait 78 kilos. Il s'entraînait 5 fois par semaine parce qu'il aimait ça. Il avait demandé Jessica en mariage. Elle avait dit oui. Le mariage est prévu dans 6 mois. Et son père avait recommencé à sourire parce qu'il avait retrouvé son fils. « Tu as réussi, Dylan », a dit Kenji. « Non, je réussis à le faire parce que j'ai appris qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée. Il n'y a que le voyage. Et le voyage est fait de journées, une à la fois. » Kenji a souri. « Tu as appris la leçon la plus importante. La transformation n'est pas un événement, c'est un processus sans fin. Et le processus ne fonctionne que si l'on y est présent. » Dylan a regardé par la fenêtre. Il a vu les gens passer dans la rue, tous pressés, tous regardant leur téléphone, tous vivant dans le futur ou dans le passé. Personne n'était vraiment là, et il a pensé « c'est comme ça que j'étais avant. Je vivais comme si le présent n'avait pas d'importance, comme si la vie ne commençait que lorsque j'atteignais mes objectifs. » Mais il avait appris que la vie n'était pas une question d'objectifs. C'était une question de jours, de moments, de petits choix. La séance de sport que l'on ne veut pas faire, mais qu'on fait quand même. La ligne de code que l'on écrit, même quand on est fatigué. Le dîner avec Jessica sans téléphone, le déjeuner avec son père chaque dimanche. Ichigo Ishi. Chacun de ces moments avait été unique, et il y avait été présent. Laissez-moi vous poser une question. Combien de moments avez-vous déjà enterrés dans le cimetière du « je le ferai plus tard » ? Combien de séances de sport avez-vous sauté ? Combien de projets avez-vous repoussés ? Combien de conversations importantes avez-vous écourtées ? Combien de personnes avez-vous négligées parce qu'il y a toujours un lendemain ? Et maintenant, dites-moi combien de ces lendemains sont réellement arrivés. La vérité, c'est que vous vivez comme si vous aviez 2 vies. La vie que vous vivez maintenant et la vie que vous commencerez quand le moment sera idéal. Mais le moment idéal n'arrive jamais. Parce que vous attendez les conditions parfaites, la motivation parfaite,
l'instant parfait, et pendant que vous attendez, la vie passe. Les moments meurent, les opportunités s'envolent, les gens s'éloignent. Ichigo Ichi. Ce n'est pas juste une philosophie romantique sur l'appréciation des fleurs de cerisier. C'est une claque en plein visage. C'est un rappel brutal que votre temps n'est pas infini. Ce moment maintenant, c'est la seule chose réelle que vous possédez. Tout ce qui le précède n'est que souvenir. Tout ce qui le suit n'est qu'imagination. Et si vous continuez à tout repousser, vous vous réveillerez dans 10 ans au même endroit, avec les mêmes regrets et avec la même liste de choses qu'un jour vous ferez. Mais voici la bonne nouvelle. Vous pouvez changer aujourd'hui, tout de suite, à cet instant précis. Cela n'a pas besoin d'être immense, cela n'a pas besoin d'être parfait. Cela a juste besoin d'être maintenant. Choisissez une chose, la chose la plus petite possible, si petite que vous ne pouvez pas trouver d'excuses. Travaillez sur ce projet, ouvrez le fichier, 2 minutes. S'entraîner, mettez votre tenue, 2 minutes. Vous voulez appeler quelqu'un que vous aimez? Composez le numéro, 2 minutes, et faites-le aujourd'hui, et demain, et après-demain. Pas pour 365 jours, pour aujourd'hui, juste aujourd'hui, parce que c'est le seul jour qui existe. Et quand vous trébucherez, car cela arrivera, vous n'abandonnerez pas. Vous éviterez simplement de trébucher 2 jours de suite. Parce que trébucher une fois est humain, trébucher 2 fois est un choix. Et n'oubliez pas, vous ne construisez pas des résultats, vous construisez une identité. Vous cessez d'être une personne qui a des rêves pour devenir une personne qui réalise ses rêves. Et la différence entre ces 2 personnes, ce n'est pas le talent, ce n'est pas la chance, c'est l'action quotidienne. Parce qu'au final, la vie ne se mesure pas à nos grandes réussites. Elle se mesure aux petits moments, aux choix quotidiens, au fait d'être présent quand cela compte. Votre père ne sera pas là pour toujours, votre fils ne sera pas un enfant pour toujours, votre opportunité n'attendra pas pour toujours, et vous ne serez pas jeune pour toujours. Ce que vous avez, c'est maintenant, ce moment, unique, irremplaçable. Ichigo Ichi, ne le gâchez pas. Maintenant, je veux vous entendre. Écrivez dans les commentaires la chose la plus petite, quelle action allez-vous entreprendre aujourd'hui? Ne me parlez pas de votre plan de transformation complet. Ne me dites pas que vous allez révolutionner votre vie. Dites-moi juste la première chose, les 2 premières minutes, la plus petite action possible que vous ferez aujourd'hui. Que ce soit ouvrir ce fichier, mettre vos vêtements de sport, écrire la première phrase de ce livre, composer le numéro de quelqu'un que vous aimez, étudier un nouveau mot, n'importe quoi. Mais ça doit être aujourd'hui, et ça doit être petit. Car en l'écrivant ici, vous faites 2 choses. Premièrement, vous prenez un engagement public, et l'engagement public a un pouvoir. Deuxièmement, vous faites le premier pas, et le premier pas est toujours le plus difficile. Et si vous avez regardé jusqu'ici, merci infiniment, sincèrement. Cela signifie que vous êtes déterminé, que vous n'êtes pas juste une autre personne qui consomme du contenu et qui l'oublie. Vous êtes quelqu'un qui agit. Alors agissez maintenant, pas demain, maintenant. Pourquoi? Ce moment ne se produit qu'une fois. Ichigo Ichi. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, soyez présents, avancez avec honneur, suivez votre voie,